Alors maintenant, parlons de ce qui est plus croustillant. Hello à tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler des étudiants d'échange, donc comme bien souvent sur ma chaîne. Et j'ai pensé qu'aujourd'hui je pourrais vous parler du mal du pays, de comment j'avais établi la communication avec ma famille en France, comment ça se passait avec la famille américaine par rapport à ça. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant pour les gens qui partent bientôt pour un semestre ou un an à l'étranger. Donc du coup si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder. Juste avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous de la vidéo, d'activer la petite clochette pour avoir toutes les notifications et de me laisser un commentaire si jamais tu pars bientôt et de me dire où c'est que tu vas, dans quel pays, dans quel état et si t'as peur, si t'es excité ou si c'est un petit mélange des deux. Avant de commencer la vidéo, je voulais aussi vous parler de ces deux colliers que je porte maintenant depuis une semaine à peu près. Ils m'ont été envoyés par Happiness Boutique et ils m'ont aussi donné un code promo pour vous de 10% qui est valable pendant un mois je crois. Je vous mettrai tout dans la boîte de description. Du coup voilà, c'est le genre de collier que vous pouvez trouver vraiment n'importe où maintenant. Mais voilà, avec mon code vous avez 10%, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de chaque collier dans la boîte de description. Et je précise aussi que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que les liens que je vais vous mettre pour les colliers, ce ne sont pas des liens d'affiliation, donc je ne touche pas de commission si vous achetez ou si vous achetez pas. Alors déjà, je vais vous faire un petit topo contexte parce que si jamais vous débarquez sur ma chaîne, que vous avez vu aucune de mes vidéos, il faut quand même vous remettre dans le contexte, sinon voilà, ça peut ne pas avoir de sens. Donc moi j'étais étudiante d'échange, je vais vous parler de mon expérience, ça ne se passe pas comme ça pour tous les étudiants d'échange, d'ailleurs on en parlera aussi. Et du coup, quand vous partez aux États-Unis comme ça, pendant un an en immersion totale pour apprendre la langue, pour partager la culture, pour vivre en fait à l'américaine dans une famille d'accueil et au lycée américain, vous partez avec un organisme. Le but de ce voyage d'un an, c'est de vous intégrer dans la vie américaine. Donc l'organisme en général va vous parler des communications avec votre famille française et va vous expliquer ce qui est entre guillemets raisonnable en tant que conversation, donc au niveau de la durée, les appels, les emails, combien de temps vous pouvez passer à écrire, à appeler votre famille et combien de temps quand vous les appelez ça doit durer. Donc tout ce qui est niveau fréquence d'appel, longueur d'appel et tout ça, en général l'organisme vous fait un petit topo avant que vous partiez pour être sûr justement de trouver ce bon compromis entre garder les liens avec votre famille en France, puisqu'en général c'est quand même vos parents qui vous payent le voyage et que vous avez quand même envie de savoir ce qu'ils font, s'ils sont malades, s'ils sont pas malades, si tout va bien, s'il s'est passé quelque chose, enfin vous avez envie de garder contact avec votre famille, c'est normal. Mais il y a aussi toute la partie aux États-Unis où il faut vous intégrer et si vous êtes tout le temps sur votre téléphone, tout le temps à appeler votre famille, tout le temps à être sur Facebook, à envoyer des mails, à envoyer des messages et tout ça, ou des Snapchat ou des Instagram ou je ne sais quoi, et ben ça peut vraiment affecter votre intégration américaine au point où parfois la famille ou vos amis là-bas vont se dire ben en fait il ou elle n'a pas vraiment envie d'être là, n'a pas vraiment envie d'en savoir plus sur nous ou de voir comment on vit, de faire des choses avec nous. Donc l'organisme va en général vous recommander quelque chose, une certaine fréquence, une certaine durée pour réussir à garder ce compromis, cet équilibre en fait entre les deux. Donc dans mon cas j'étais avec l'organisme WEP, donc je le redis encore et encore, j'étais avec l'organisme WEP, on me le demande sous toutes mes vidéos alors que je l'ai déjà dit je sais pas des milliers de fois. Et du coup leur organisme correspondant aux États-Unis c'était PAX, ça marche souvent comme ça, il y a un organisme en France et un organisme aux États-Unis. Mon organisme donc WEP nous avait recommandé d'appeler ou de communiquer avec nos parents, donc ça peut être un appel, un Skype, un email, enfin voilà, passer du temps à communiquer avec eux, environ une fois toutes les 2 semaines. Il trouvait qu'une fois toutes les semaines c'était trop souvent parce qu'en fait ça revient très vite, hein, les semaines passent vraiment vite donc ça revient très vite. Et plus de 2 semaines, ça peut être en fait inquiétant pour votre famille en France. Donc il trouvait que 2 semaines c'était pas mal et que ça gardait une bonne fréquence de communication sans empiéter sur votre vie aux États-Unis. Et pour la longueur, il recommandait 1 heure. Il trouvait qu'au-delà c'était vraiment beaucoup et qu'en deçà on a le temps de rien se dire. Donc 1 heure c'était pas trop mal. Alors bien sûr, moi j'ai des parents divorcés par exemple, donc je peux pas faire une demi-heure avec l'un, une demi-heure avec l'autre, enfin c'est vraiment très court, donc à chaque situation son exception si je peux dire, il faut vraiment s'adapter
Et on va voir aussi que ça dépend de la famille d'accueil. Donc voilà, au niveau du contexte, il faut bien se mettre dans ce contexte-là. On n'est pas en vacances aux États-Unis, on vit là-bas, on essaye de s'intégrer là-bas. Donc il y a forcément des efforts qu'il faut faire d'un côté comme de l'autre, si on peut dire. Maintenant, je vais vous faire un petit topo préparation. Parce que quand on part aux États-Unis, on ne se rend pas forcément compte. Mais les États-Unis, c'est très très grand et il y a de tout au niveau appel, connexion internet. Ça varie en fait si vous êtes à la campagne ou pas, ou parfois à la campagne ça marche ou ça va pas marcher, en ville ça marche, ça va pas marcher. Il y a plein en fait de petites choses qui peuvent vous empêcher de communiquer de la façon dont vous avez prévu. Donc par exemple, si vous partez aux États-Unis en vous disant j'appellerai ma famille par Skype et que quand vous arrivez la connexion internet est pourrie, Skype ne va pas marcher et donc si vous n'avez pas les numéros de téléphone, eh ben vous pouvez pas communiquer avec votre famille. Donc moi perso je m'étais préparée, alors pour la famille en général on connaît son numéro de téléphone, mais j'avais préparé un petit book avec les numéros de téléphone des personnes avec qui je voulais garder contact, avec les emails des personnes avec qui je voulais garder contact et avec les pseudos Skype. Il faut savoir qu'à mon époque Facebook commençait seulement, il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas tous ces autres moyens vraiment de s'appeler en live, Messenger Live ou je ne sais quoi, FaceTime, ce genre de choses. Et que sur place, moi j'avais un téléphone en fait, comment on appelle ça? C'est un téléphone en fait que vous achetez directement au magasin et dans lequel vous mettez des minutes, en fait vous achetez des minutes. Donc je crois qu'il prenait des photos mais genre le truc c'était vraiment le téléphone de base. Donc je pouvais pas mettre d'application dessus, etc. Donc c'était quand même très limité, donc je dépendais beaucoup de tout ce qui était Skype sur l'ordi ou de la ligne fixe de téléphone de la famille d'accueil. Donc pour être sûr de bien pouvoir communiquer avec ma famille et mes amis, j'avais bien noté tous les numéros de téléphone, toutes les adresses aussi si jamais je voulais envoyer quelque chose et tous les emails, tous les pseudos Skype pour pouvoir un petit peu me retourner si jamais la connexion internet ne marchait pas ou si la famille n'avait pas de téléphone, etc. Alors maintenant parlons de ce qui est plus croustillant si je peux dire, parlons de comment ça s'est passé dans mes familles d'accueil. Donc si vous avez un petit peu suivi mon histoire, moi j'ai eu une première famille d'accueil avec qui ça s'est pas bien passé et donc j'ai dû changer. Ensuite je suis allée vivre chez ma coordinatrice locale pendant environ un mois, le temps que ma deuxième famille d'accueil puisse en fait m'accueillir. Et ensuite j'ai déménagé chez eux avec qui ça s'est très bien passé. Et j'ai aussi une sœur qui a fait le même échange 7 ans avant moi, donc ça remonte encore plus, on avait encore moins de réseaux sociaux. Et du coup je voulais aussi vous parler de sa famille à elle. Donc ma sœur a été placée dans une première famille d'accueil avec qui ça s'est pas bien passé du tout. Et du coup elle a changé de famille et s'est retrouvée dans une famille super qui l'a vraiment traitée comme leur fille, qui était super accueillant, avec qui on a toujours contact aujourd'hui. On voit la famille évoluer, leur fille avoir des enfants et tout ça. Donc voilà, on a vraiment créé des liens avec eux comme avec ma deuxième famille. En fait on a un petit peu le même schéma d'histoire toutes les deux. On n'a pas eu de bol et puis finalement ça s'est vraiment révélé être pour le meilleur si on peut dire. Donc dans la première famille de ma sœur, ça s'est pas du tout bien passé. Mais avant que ça commence vraiment à tourner, on va dire, et à se dire je vais peut-être changer de famille parce que là ça commence à faire beaucoup, on a dû régler cette histoire de communication. En fait, ma sœur donc était arrivée aux États-Unis, s'était fait des amis, était intégrée dans le lycée. Et avec la famille ça se passait un peu bizarrement, il y avait une autre étudiante d'échange avec elle dans la famille et il les traitait vraiment toutes les deux bizarrement, je ne vais pas rentrer dans les détails mais on va dire étrangement bizarrement. Donc au niveau des communications dans cette famille là c'est vite devenu difficile. Donc en fait au début ma soeur avait accès au téléphone, elle nous envoyait aussi des emails, c'était pas tous les jours, c'était voilà peut-être un email toutes les semaines puis on s'appelait de temps en temps. Mais c'était pas énorme, c'était pas tous les jours, c'était pas quelque chose vraiment de déraisonnable ou quoi que ce soit. En plus elle était très bien intégrée là-bas. Mais un jour on a reçu un email qui nous disait, en plus en anglais, donc à l'époque on parlait, enfin moi je parlais pas anglais, enfin je connaissais les couleurs on va dire, et mes parents parlaient pas anglais, donc on a reçu un email en anglais de la part de la famille qui en gros nous disait qu'ils n'autoriseraient plus ma soeur à nous appeler ou à communiquer avec nous, qu'elle avait en gros plus le droit de nous écrire, plus le droit de nous appeler, et que c'était eux qui allaient se charger de faire l'intermédiaire entre les deux, parce qu'ils trouvaient qu'elle ne s'intégrait pas suffisamment là-bas à cause de nous.
Donc en fait ce qui s'est passé c'est que elle ne s'intégrait pas, on va dire plutôt que dans la famille, parce qu'il l'a traitée, il l'a traitée pas très bien, et ni l'autre étudiante d'échange d'ailleurs. Et du coup ça leur plaisait pas et donc ils essayaient de serrer les vis là où ils pouvaient. Et du coup ils ont serré là où elle communiquait avec nous, donc plus d'appels et plus d'emails. Du coup de notre côté c'était un petit peu la panique, on s'est dit mince, elle s'est retrouvée dans un truc où on peut plus communiquer avec elle, donc c'est pas normal, normalement t'as quand même le droit d'avoir un contact au moins une fois par mois, voire 2 ou 3 fois par mois, ce qui est tout à fait raisonnable. Du coup ce qui s'est passé c'est que ma soeur avait un ami qui l'a laissé en fait nous appeler depuis chez lui. Et c'est comme ça qu'on pouvait communiquer et finalement en fait ça a été poussé tellement loin qu'elle a dû changer de famille. Et ça a été aussi toute une autre histoire. Tout ça pour dire qu'il y a des familles d'accueil qui vont pousser vraiment le bouchon très très loin au point où c'est carrément ridicule. Alors que l'étudiant en lui-même est très bien intégré partout. Ma soeur faisait partie de clubs, elle avait plein d'amis et tout ça, elle était très bien intégrée. Mais eux en fait voulaient avoir le contrôle sur tout. Et ils étaient un petit peu crazy et du coup ça s'est mal fini, elle a changé de famille. En ce qui me concerne, dans ma première famille d'accueil, on était un petit peu dans un niveau intermédiaire si vous voulez. On n'était pas complètement dans l'interdiction de communiquer avec ma famille, mais on n'était pas non plus dans le mais oui, communique avec ta famille, y a pas de souci, de toute façon on fait plein de choses ensemble, nous t'es comme notre fille, y a pas de problème, tu peux parler avec ta famille. On était un peu dans ce niveau intermédiaire. Alors déjà dans ma première famille d'accueil la connexion internet était pas très bonne, on était un petit peu au fin fond du village et du coup ça marchait pas très bien, donc je ne pouvais pas skyper mes parents ou ma famille ou mes amis. Et ce qu'il me restait du coup c'était le téléphone fixe de la famille d'accueil. Et il m'avait bien fait comprendre que je pouvais l'utiliser mais en gros pas trop, voire pas du tout, voire très peu. Du coup je crois que j'ai dû les appeler peut-être 1 ou 2 fois quand j'étais dans cette première famille d'accueil et le reste du temps je leur écrivais par email en fait parce que c'était un peu le seul truc qu'ils pouvaient pas contrôler, ils pouvaient pas m'enlever mon ordinateur et donc c'est comme ça que je communiquais avec ma famille par email et parfois par appel. En général c'était ma famille française qui m'appelait chez eux parce que nous on avait le téléphone gratuit vers l'international justement parce que je partais. Mais voilà, on était un petit peu dans un entre-deux, ils aimaient pas trop que je les appelle, que je passe du temps au téléphone avec eux, alors que pareil, j'étais très bien intégrée et que je vivais ma vie à fond là-bas, mais que ça reste ma famille quand même, je vais pas les renier, je ne m'exile pas aux États-Unis, je vais pas renier ma famille que j'aime plus que tout, donc c'est normal aussi de les appeler et communiquer avec eux. Donc on était un petit peu dans cet intermédiaire là, et finalement je communiquais avec eux principalement par email et thank God, j'avais décidé de créer un blog sur skyrock.com à l'époque et du coup je les tenais pas mal informés aussi de ce que je faisais par le blog. Du coup ça m'évitait de réécrire la même chose tout le temps à tout le monde. Tout le monde en fait pouvait juste aller lire le blog et moi dans les emails je pouvais raconter un petit peu ce que j'avais pas envie de mettre sur le blog. Donc ça c'est pas mal aussi d'avoir un blog, ça vous permet aussi de garder des souvenirs, il y a des choses parfois qu'on oublie et quand on va lire son blog on dit ah ouais c'est vrai que ça s'est passé. Donc ça c'est une bonne idée aussi si jamais vous vous posez la question, ça prend pas énormément de temps et vous écrivez quand vous pouvez, quand vous avez le temps et du coup ça fait des souvenirs aussi. Et enfin dans ma deuxième famille d'accueil, là ça s'est super bien passé, donc pareil pour ma soeur dans sa deuxième famille d'accueil ça s'est super bien passé. Et là en fait toutes les deux on était intégrées en fait comme un des enfants de la famille. Moi mes parents d'accueil me traitaient comme leur fille, j'étais soumise aux mêmes règles de la maison, j'étais soumise au même régime que tout le monde, mais surtout ils m'aimaient comme ils aimaient leurs enfants, ou en tout cas bon ils m'ont pas faite, hein, c'est pas mes vrais parents on va dire, mais c'était un petit peu comme une adoption. Pour 1 an ils m'ont vraiment traitée comme une des leurs et du coup ils étaient pas jaloux, il n'y avait pas de sentiment un petit peu malsain derrière tout ça. Ils essayaient pas de me contrôler ou quoi que ce soit, ils me laissaient vraiment vivre et surtout ils m'emmenaient avec eux, ils me parlaient, ils communiquaient, enfin voilà, on avait vraiment cette relation de famille en fait qui était établie. Et chez eux, il n'y avait pas de règles, je pouvais appeler mes parents quand je voulais. Ils avaient une meilleure connexion internet donc je pouvais skyper mes parents et mes amis. Et si jamais mes parents voulaient appeler sur le téléphone, ils pouvaient. Il n'y avait pas de règles, de limitations, de choses un petit peu malsaines comme ça. Parce qu'en fait on avait un tellement bon équilibre qu'il n'y avait rien à craindre en fait. J'allais pas décider de rentrer ou arrêter de leur parler ou ce genre de choses.
On avait je sais pas comment vous dire, en fait c'était tellement normal d'habiter avec eux et de faire partie de la famille qu'en fait le fait que j'appelle mes parents en France c'était aussi normal parce que c'était aussi ma famille. Donc on était vraiment dans cette bonne relation saine et du coup j'appelais mes parents quand je voulais et donc en général je les appelais toutes les 2 ou 3 semaines. Donc c'était plutôt toutes les 2 semaines, mais parfois on avait un week-end où j'avais une compétition de cross-country, où on partait tout le week-end avec la famille, ce genre de choses. Donc ça repousse, ça reporte, ça avance, ça dépend en fait. Il n'y a pas forcément de rythme très strict, mais à chaque fois que je les appelais, ça durait au moins 2 heures. Et ensuite j'appelais d'abord ma mère ou mon père, ensuite du coup j'ai appelé celui que j'avais pas appelé en premier. Et parfois j'ai appelé aussi ma soeur, donc parfois je passais 3-4 heures sur Skype pour discuter vraiment avec chacun. Et ça posait de problème à personne, ils me laissaient vivre et surtout moi ça ne m'affectait pas du tout en fait de leur parler. Il y a certaines personnes qui quand elles partent comme ça pendant 1 an, le fait de discuter avec leur famille ou avec leurs amis, ça va leur donner le mal du pays. Moi c'était pas du tout le cas et ça c'était dû au fait que j'avais pas du tout, mais alors pas du tout le mal du pays. Je n'avais pas du tout envie de rentrer en France, rien ne me manquait en fait de la France. Il y a, à part ma famille, mais en fait je savais que j'allais les revoir, je savais qu'ils étaient que à un coup de téléphone de moi, à un coup de Skype et donc du coup j'avais cette cellule là familiale et amicale qui me manquait mais en fait que je savais que j'allais retrouver et tout le reste ne me manquait absolument pas. Donc je sais que parfois vous me demandez en commentaire si j'avais le mal du pays, si j'étais homesick. Pas du tout, en fait moi j'ai eu le mal du pays quand je suis rentrée en France. Les États-Unis me manquaient énormément, d'ailleurs me manquent toujours aujourd'hui. C'est là que ça a été vraiment dur, c'est là que j'avais vraiment le mal du pays, mais pas quand j'étais aux États-Unis. Pareil aussi au niveau des fêtes de Noël, pour certains ça peut être un petit peu un trigger, ça peut vraiment déclencher le mal du pays en se disant je fais pas les fêtes avec ma famille, c'est mon premier Noël loin de ma famille, etc. Moi j'ai jamais eu le mal du pays en fait quand j'étais là-bas. Je savais que c'était un Noël, je savais que j'allais pas passer tous mes Noëls loin de ma famille, donc j'étais pas du tout homesick ou quoi que ce soit. Par contre, ce qui était important pour moi, c'était que je puisse appeler ma famille donc le jour de Noël parce que c'est une tradition, je voulais pouvoir appeler ma grand-mère, mes tantes et tout ça. Et du coup ce qu'on avait fait c'est que comme nous avec ma famille d'accueil on partait en fait pendant le week-end de Noël si on peut l'appeler comme ça chez les grands-parents américains, on n'aurait pas été à la maison donc on n'avait pas internet, il n'y avait pas le téléphone de d'habitude où je pouvais appeler, où mes parents pouvaient m'appeler. Du coup ce que j'avais fait c'est que j'avais demandé le numéro de téléphone des grands-parents à ma mère d'accueil et je l'avais transmis à mes parents. Du coup mes parents ont pu m'appeler chez les grands-parents pendant qu'on y était et du coup on a pu se souhaiter joyeux Noël avec ma famille. Je voulais aussi préciser un truc pour tout ce qui est mal du pays. En fait ce qui s'est passé pour moi, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais bon déjà j'étais hyper contente d'y aller. Donc en fait j'étais pas dans cette optique je pars, je voulais pas y aller, ma famille va me manquer, j'étais vraiment dans l'optique de partir. Moi je courais vers l'avion, enfin je voulais vraiment y aller. Et du coup dans ma tête c'était acquis que les gens que j'aimais j'allais pas les voir pendant 1 an, c'était acquis que j'allais pas faire Noël avec ma famille. Dans ma tête je me suis pas dit peut-être qu'à Noël je peux rentrer, peut-être que je peux trouver un accord avec ma coordinatrice. Pour moi c'était, j'avais signé, c'était je pars 1 an pour vivre là-bas pendant 1 an comme les Américains, sans compromis de ce côté-là. C'est peut-être aussi pour ça que j'avais pas le mal du pays. Une autre chose aussi qui a fait que j'avais pas le mal du pays, c'est que j'étais beaucoup occupée sur place et je sais que c'est pas le cas de tous les étudiants d'échange. Moi j'ai eu un peu de chance on va dire, c'est que ce soit dans les premières semaines, au milieu de l'aventure ou vers la fin, j'étais tout le temps occupée, que ce soit par l'école, par les clubs, par des activités de week-end, par des voyages avec ma famille, enfin du shopping ou des visites chez l'un ou l'autre. Enfin il y avait toujours quelqu'un à aider, quelque chose à faire, une activité à laquelle je pouvais participer et du coup en fait je disais oui à tellement de trucs parce que je voulais tout faire et tout découvrir que du coup j'étais tout le temps occupée et quand on est occupé bah forcément on pense beaucoup moins à ce qui se passe en France. Et l'autre chose aussi que je voulais préciser c'est que quand j'étais dans ma première famille d'accueil et que ça se passait pas bien, je n'ai pas eu le mal du pays pour autant, c'est-à-dire que ça se passait pas bien mais pour moi j'étais là pour rester, I'm here to stay, je voulais pas du tout rentrer. À aucun moment je me suis dit ça se passe pas bien du coup je vais rentrer en France. Non, moi j'étais là pour rester donc il fallait absolument qu'on trouve une solution mais j'avais pas le mal du pays. En plus j'en ai pas parlé à mes parents jusqu'à ce que ça a été déterminé que je changeais de famille
parce que je voulais pas qu'ils s'inquiètent. Donc du coup on pourrait penser que voilà, tout ce remue-ménage, cette famille qui était bizarre et tout ça, ça aurait pu me donner le mal du pays, mais pas du tout. Et donc voilà pour cette vidéo sur le mal du pays, comment communiquer avec sa famille quand on est aux États-Unis et tout ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que si vous partez bientôt, ça vous a rassuré un petit peu aussi. J'espère que vous tomberez dans une famille qui vous laissera gérer en fait, parce que bon, bien sûr faut pas être sur son téléphone toutes les 5 minutes tous les jours, à être sur Messenger, à voilà, être tout le temps en communication, parce que ça empêche selon moi l'intégration. Mais une famille qui vous laissera en fait appeler votre famille quand vous voulez, quand vous en avez besoin, et qui sera pas là à essayer de vous contrôler ou de vous enfermer dans une espèce de prison comme ça. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite que ça se passe super bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sous la vidéo et de me suivre aussi sur Instagram. Et du coup c'est tout, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!